Donc Benjamin Barthes, bonjour, vous êtes journaliste au journal Le Monde et vous venez d'écrire un livre, je crois, sur la bourgeoisie ou la nouvelle bourgeoisie à Ramallah et comment est-ce qu'elle participe à... Comment est-ce qu'elle n'aide pas de la future société palestinienne. Ok, c'est pas un livre sur la bourgeoisie de Ramallah, c'est un livre sur Ramallah en tant en tant que ville qui traverse un bouleversement urbanistique, social, économique, qui est en train de faire de cette ville qui était historiquement une ville assez anonyme dans la Cisjordanie, dans les années 40, c'était une petite ville, voire même un village. Et j'essaie de comprendre quels sont les ressorts, les dynamiques sociales, économiques, politiques qui sont en train de faire de cette ville une mini-métropole à l'échelle de la Palestine. Alors, la question de la bourgeoisie, elle apparaît, elle émerge dans le livre, parce que depuis une dizaine d'années, l'industrie de l'aide, c'est-à-dire les millions de dollars, les milliards de dollars que les pays occidentaux, un peu les pays arabes, mais surtout les pays occidentaux déversent en Palestine. Il faut savoir, pour avoir une idée, un ordre de grandeur, que depuis 1994, il y a quelque chose comme 15 milliards de dollars qui ont été injectés en Palestine, investis en Palestine par la communauté internationale. En 2008 et 2009, il y avait quelque chose comme 3 milliards de dollars par an. Ça faisait 750 dollars par habitant et par an. C'était le niveau d'aide internationale le plus élevé du monde entier, si l'on met à part les petites îles du Pacifique, comme les îles Marshall, des trucs comme ça. Donc c'est sans précédent, c'est inédit, cette ampleur d'aide. Évidemment, cette aide, elle a contribué à faire émerger une nouvelle bourgeoisie, qui est une bourgeoisie qui n'est pas une bourgeoisie traditionnelle. La bourgeoisie traditionnelle en Palestine, elle est liée à la propriété foncière, elle est liée à l'appartenance au Fatah ou à l'OLP, à cette nomenclatura politique qui est arrivée en Palestine avec Yasser Arafat en 1994, en provenance de Tunis. Et elle n'est pas non plus liée à ces petites entreprises familiales qui ont survécu en dépit des mesures de restrictions israéliennes sur le tissu économique palestinien depuis 1967. Donc c'est une bourgeoisie qui est neuve, en ce sens qu'elle n'appartient pas à ces trois branches traditionnelles. C'est une bourgeoisie qui est liée à l'industrie de l'aide. Ce sont des gens qui touchent des salaires en dollars, payés par les donateurs, des salaires qui sont très élevés. C'est étonnant pour la Palestine, on n'a souvent pas idée, mais en Palestine, un salaire d'un consultant ou d'un responsable de projet dans une agence de développement international, ça peut, quand on est palestinien, ça peut monter facilement à 5, 6 000, 7 000 dollars. C'est des niveaux qui sont, inattendus pour un pays comme la Palestine, qu'on classe dans les pays non seulement sous occupation, mais là, non, this is not mine. Donc c'est des niveaux de salaire très élevés. Et évidemment, c'est des salaires qui ne peuvent pas, les entreprises palestiniennes ou les services de l'autorité palestinienne, les ministères, ne peuvent pas rivaliser avec ces types de salaires. Donc l'un des premiers problèmes que pose ce niveau de rémunération lié à l'industrie de l'aide, c'est le fait que il y a toute une catégorie de technocrates palestiniens qui, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne pourra pas obtenir de salaire équivalent dans les ministères palestiniens, va aller travailler pour ces agences de développement. Et c'est très paradoxal parce que toute cette classe de technocrates diplômés des très bonnes universités, etc., qui est censée construire l'État palestinien, et bien très paradoxalement, elle n'a pas envie de travailler dans l'État palestinien. Elle travaille pour ce qu'on appelle les contracting agencies, qui sont des agences de développement qui sont financées par la communauté internationale et qui sont chargées de mettre en place les programmes d'aide. C'est un phénomène qu'on a vu se mettre en place à partir de 2000. Les Américains sont toujours passés par des contractors
mais l'Union européenne, c'est assez nouveau. Ça se met en place à partir de 2000. C'est-à-dire qu'au lieu de donner l'argent à des associations, des ONG ou des structures palestiniennes pour gérer les programmes de développement, on donne ça à une agence de développement qui est une agence étrangère, qui peut être américaine, allemande, européenne, anglaise, etc. Et ces agences sont des agences qui sont des entreprises, qui sont là pour faire du profit. Donc qui se rémunèrent sur l'argent de la communauté internationale qui est destiné aux Palestiniens. Donc c'est un système qui est très complexe, qui est assez ambigu parce que ça crée une nouvelle structure hiérarchique dans le processus de décision. C'est plus seulement des donateurs aux Palestiniens, c'est des donateurs à l'agence de développement plus aux Palestiniens. Donc ça crée pas mal de bureaucratie, de paperasse, de perte d'énergie, de lenteur. Ça peut amener aussi, il est vrai, une vraie compétence, parce que c'est vrai que ces agences, elles ont une expertise. Des fois, il y a la tentation de reproduire des recettes toutes faites. Alors, on a fait un programme je sais pas quoi, de réforme des secteurs des services de sécurité en Afghanistan et en Irak. On va le faire le même en Palestine. Donc, il y a ce problème-là. Mais bon, il ne faut pas voir tout en noir. C'est vrai aussi que certains programmes sont accompagnés d'une telle masse d'investissement est-ce que les Palestiniens seraient à même de gérer cette somme d'argent? Je pense que oui maintenant. À une époque, c'était peut-être pas forcément évident, mais maintenant oui. Donc il y a ce problème-là d'une création d'une bureaucratie supplémentaire. Il y a le problème du fait que toute la jeunesse extrêmement formée, éduquée, etc., va travailler pour ces agences-là. Et quand on travaille pour ces agences-là, on n'est pas redevable devant les Palestiniens. On est redevable devant le pays donateur. Donc c'est ces gens-là qui devraient être, l'élite de l'autorité palestinienne, se retrouvent travailler non pas pour la Palestine, mais pour des donateurs et pour des agences qui sont là pour faire du profit. C'est quelque chose qui fonctionne sur un schéma économique très classique. Voilà. Et quelque chose d'intéressant qui concourt aussi à alimenter un peu des tendances, des processus pas très sains, c'est que ces agences de développement, elles se rémunèrent comment? Elles se rémunèrent sur les ressources humaines. C'est-à-dire que plus elles payent les consultants qui vont intervenir dans les programmes de développement, plus elles engrangeront d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que sur le salaire d'un consultant, qui va être budgété à, par exemple, 1 000 euros par jour, on est à peu près dans ces ordres de valeur-là, l'agence de développement va prendre 30% pour elle. Donc, elle va avoir tendance, inévitablement, à privilégier une expertise étrangère, parce que les consultants étrangers, on les paye beaucoup plus que les consultants palestiniens. Je suis tombé sur des feuilles de salaire qui m'ont décroché la mâchoire, où un consultant serbe au ministère des Finances palestinien en 2008-2009 était payé 12 000 euros par mois pour mettre en place un système de réforme du ministère des Finances, je ne sais pas quoi exactement, mais c'est cet ordre de valeur-là. Donc un salaire de 12 000 euros par mois, si on imagine que ça a été budgété beaucoup plus aux donateurs, pour que l'agence de développement prenne sa part. Donc il y a énormément d'argent qui part dans les salaires, donc qui part dans le budget de fonctionnement, et qui n'arrive pas et qui n'est pas utilisé pour le but principal du projet de développement, qui est le développement de la Palestine. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'argent de cette aide internationale qui va en Israël, parce que toute la matière première, beaucoup de logistique, etc., c'est acheté en Israël, etc. Donc c'est un système qui est complexe, qui n'est pas toujours très sain, et qui a pour corollaire, comme je disais, de démobiliser un peu la société palestinienne, de la dépolitiser lentement, mais sûrement. L'un des exemples que je donne dans le livre, c'est le système de crédit qui est en train de se mettre en place dans les territoires palestiniens, système de crédit qui est financé, encore une fois, par la communauté internationale, qui apporte des garanties bancaires pour convaincre les banques d'ouvrir le crédit. Ça se développe de façon
exponentielle en Palestine. Il suffit de rouler dans une ville palestinienne, on voit d'immenses panneaux qui vous expliquent qu'avec un prêt sur 30 ans, sur 20 ans, on peut acquérir une maison, une voiture, envoyer le fiston faire des études à l'étranger, etc. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement massif. Et évidemment, c'est politique. C'est politique. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est pas bien, les Palestiniens ils doivent rester dans leur maison pourrie et ne pas accéder à un certain confort, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conscient des implications politiques de ce projet. L'une des implications, c'est d'acheter d'une certaine façon la paix sociale, parce que c'est évident que quand on est immergé jusqu'au cou dans un système de dette, on ne descend pas forcément dans la rue pour se rebeller, pour se révolter contre l'occupation israélienne, etc. Donc c'est évident qu'il y a une dimension politique dans ce programme. J'en veux pour preuve une interview qu'une des responsables américaines de ce projet a donnée à un site américain, le Huffington Post, où elle dit l'un des buts de ce système, cette politique d'ouverture du crédit, c'est de changer les habitudes de vote des Palestiniens. Elle le dit comme ça, noir sur blanc, changer les habitudes de vote des Palestiniens. Autrement dit, les inciter à voter plutôt pour des partis modérés qui sont disposés à jouer le jeu de la fable, de la fable d'Oslo, plutôt que pour des partis qui ont envie de renverser la table. Voilà, pour répondre à votre question. Donc, Benjamin Barthes, donc, vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de la question palestinienne. Et comment ça se fait qu'en France on n'entend pas plus parler de ce qui se passe en Palestine? Est-ce qu'il y a une espèce de censure ou quelque chose comme ça? Non, je crois pas qu'il y ait de censure. Les journaux, ils obéissent à des règles qui sont à peu près les mêmes partout dans le monde. C'est-à-dire que on s'intéresse à ce qui est neuf, essentiellement. Et il n'y a pas grand-chose de neuf actuellement. Les problématiques, elles sont toutes gelées ici, que ce soit Fatah-Hamas, il n'y a rien de neuf depuis 2007, et je pense qu'il n'y aura rien de neuf avant longtemps. Division, Gaza, Cisjordanie, c'est toujours en place, rien n'a bougé, rien n'a changé, quelques négociations ici, là, mais beaucoup de poudre aux yeux. Les négociations, avec Israël, il y a un nouveau round de négociations qui s'est mis en place, qui a un petit peu très, très, très légèrement attiré l'attention des médias, mais là encore, c'est pas très neuf, c'est pas du tout neuf. On sait très bien que ce genre de processus inégal, asymétrique, où un occupant et un occupé se mettent autour de la table, ça débouche généralement pas sur grand-chose. Et les médias l'ont appris toutes ces dernières années, Oslo, Annapolis, etc. Donc pour l'instant, il y a une très grande prudence vis-à-vis de ça qui est justifiée. Là où je pense que les médias pourraient être davantage présents, c'est sur tout ce qui se passe d'un point de vue social et économique, ce qui est très intéressant à mon avis, c'est l'objet de mon livre, c'est cette transformation de la Palestine, l'arrivée d'un mode de développement néolibéral, la politique de crédit que je mentionnais tout à l'heure, tout ça c'est très neuf, c'est très intéressant. L'apparition le retour de la question de classe dans la société palestinienne, c'est quelque chose qui est très intéressant à observer, qui mérite d'être décrypté. Mais voilà, les médias, c'est vrai qu'il y a une approche du conflit israélo-palestinien qui est souvent un peu binaire, c'est-à-dire soit la violence, soit la paix. Et que cette zone grise où il n'y a ni violence, ni paix, enfin si, il y a toujours la violence de l'occupation. C'est vrai que quand l'occupation ne s'accompagne pas de bombardements, d'actions militaires massives, c'est vrai qu'elle passe assez inaperçue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. Au contraire, la violence de l'occupation, elle existe tous les jours. C'est quelque chose qui passe sous le radar des médias, mais qui existe toujours. Mais bon, l'appréhension des médias, c'est souvent un peu binaire, violence ou paix. Et là, on n'a ni violence ni paix dans le sens des médias. Donc pas ni intifada, ni processus de paix sérieux. Donc voilà, ça. Et puis par ailleurs, il y a tout le Moyen-Orient est en feu et c'est évident que historiquement, il y a beaucoup plus de choses importantes actuellement en Égypte, en Syrie, en Libye qu'en Palestine.